Bonjour à tous et bienvenue, on continue dans notre direct de faire le tour des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui on est avec le porte-parole de Benoît Hamon. Bonjour Jules Joassard. Bonjour Monsieur Terra. Après la victoire de Benoît Hamon aux primaires, vous nous confiez, on a 2 mois maintenant pour dégonfler la baudruche Macron, la baudruche Mélenchon. Euh, Verdict, c'est plutôt perdu ce combat-là? On verra dimanche. Pour l'instant, les sondages continuent à les créditer d'un score supérieur à nôtre, oui. Qu'est-ce qui a manqué? Parce qu'on a plutôt l'impression que c'est la baudruche Hamon qui s'est dégonflée. Comment vous l'expliquez? On a eu beaucoup de mal à faire campagne avec les affaires et une attention des médias sur d'autres sujets qui n'étaient pas forcément ceux sur lesquels on avait la possibilité de faire valoir nos lignes de force, nos propositions fortes et le positionnement de Benoît Hamon. Donc c'est une campagne qui est difficile, mais c'est une campagne qui n'est pas finie. En début de semaine, il y avait encore 38% de nos concitoyens qui étaient indécis. Si tous choisissent le même, tous les espoirs sont permis, y compris pour M. Cheveninade. Donc pourquoi pas pour Benoît Hamon. Ouais, se ranger du côté de Jacques Cheminade quand on est le candidat du PS, c'est Non, plus mais qu'un aveu d'échec. c'était pour dire que 38% d'indécis, n'importe lequel des candidats, si aujourd'hui il fait un coup et convainc ses indécis, il peut bouleverser la donne. Vous avez parlé du positionnement. Est-ce que c'est pas finalement là le plus gros problème de Benoît Hamon? C'est-à-dire que pour un électeur de gauche, le choix de la raison peut être Emmanuel Macron. Pour un électeur de gauche, le choix du cœur, de la colère, ça peut être Jean-Luc Mélenchon. Il y a un problème de Et positionnement justement, entre les entre deux. la colère qui n'est pas toujours bonne conseillère et le cœur qui, quand on en a un coup de cœur, c'est pas toujours pérenne, je pense que le positionnement de Benoît, qui était ce lien entre toutes les gauches et qui pouvait derrière réunir une majorité, réunir quelque chose de stable et pérenne, reste pertinent. Parce qu'il n'incarne pas ce qu'a toujours été le PS, la gauche de gouvernement aujourd'hui. Ben, je pense que si, que le programme de Benoît Hamon est entre la continuation d'une gauche libérale qui a prouvé son échec et qui est aujourd'hui déconsidérée dans l'exercice de 5 ans du pouvoir et la gauche plus radicale de Jean-Luc Mélenchon, une voie de gouvernement qui pouvait offrir une perspective positive à la gauche, oui. Quand vous dites la colère est mauvaise conseillère, ça voudrait dire que Jean-Luc Mélenchon ferait un mauvais président de la République Mais je si pense jamais... toujours que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas être président de la République, donc après on peut en débattre pendant des heures, mais je pense que sa perspective politique, c'est une perspective de recomposition de la gauche, une perspective, mais pas une perspective d'exercice du pouvoir. Moi je n'ai toujours pas entendu Jean-Luc Mélenchon revendiquer sa présidentialité et son envie d'exercer les responsabilités. Mais Benoît Hamon, finalement, s'est mué en candidat de témoignage, puisque ce qu'on retiendra de sa campagne, c'est des idées qu'il a posées sur la table, qu'il a eu beaucoup de mal à expliquer, sur, par exemple, la taxe robot, sur l'avenir de l'emploi, sur le revenu universel. Finalement, ça aura Mais au je moins eu pense ce que mérite-là, c'est. cette campagne, Mais de poser des idées je pour une pense que ça refondation. devrait être le sujet d'une campagne présidentielle, qui est de donner les perspectives politiques pour le pays, pour les 5 ans à venir et au-delà. Donc je continue à espérer que les concitoyens dimanche dans l'isoloir, et il y a une partie d'entre eux qui se décideront dans l'isoloir même, feront un choix d'avenir et de... Le problème, c'est que euh, vos mesures phares qui peuvent vous faire gagner ou perdre l'élection, vous avez jusqu'à présent été globalement bien incapable de les expliquer. alors je pense qu'elle Dans commence à votre être... camp, hein, Eh, je je me commence, souviens de Najat Vallaud-Belkacem disant on a un gros problème sur la pédagogie. Eh ben, je pense qu'il faut continuer à faire preuve de pédagogie sur ces 38% d'indécis et sur ces électeurs qui vont se décider dans l'urne Parce que même dimanche. typiquement, le revenu universel entre les primaires et aujourd'hui a changé de forme et plus personne n'y comprend rien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un revenu universel, on est sur une réforme fiscale finalement. Ben, alors, le fait d'avoir donné le bébé à des économistes reconnus pour essayer de crédibiliser l'idée qui était vilipendée et contestée trop largement peut aujourd'hui être interrogée, mais l'idée du revenu universel, moi je continue à penser que dans les années à venir, Mais vous gauche, n'êtes pas droite d'accord avec confondue. ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Ah bah, moi, je pense que cette façon très fiscale et économiste de faire les choses euh, la crédibilise, mais fait perdre le souffle de l'universalité que la proposition initiale avait. Donc, c'est toujours la même chose.
puisque moi ce que j'ai dit et ce que j'avais dit lorsque j'avais été interviewé au moment de la primaire, c'était que une partie des bénéficiaires seraient in fine via leurs impôts des contributeurs nets. Donc ce qui est en place aujourd'hui fait que on le sait d'emblée si on est bénéficiaire net ou contributeur net au système. C'est-à-dire que si on bénéficie de un peu, beaucoup ou l'intégralité des 600 € du revenu universel, on est bénéficiaire net, et si on n'en bénéficie pas, c'est qu'on est contributeur net. Donc je pense que ça aurait plus de force effectivement qu'au 1er janvier 2018, tout le monde touche ces 600 €, quitte à ce que dès le premier tiers, quelques semaines plus tard, ceux qui ne sont pas bénéficiaires parce qu'ils ont des revenus suffisants restituent ce qu'ils ont touché sous forme d'impôt. Mais bon. Voilà. Dernière question et très rapidement, est-ce que vous, en tant que militant, vous êtes au PS depuis toujours, vous auriez pu imaginer un jour le PS inaudible, le PS absent d'un second tour Alors, malheureusement, et pas comme en 2002. On a expérimenté l'absence du second tour en 2002. Pas à ces niveaux-là d'intention de vote. Oui, alors on verra dimanche à quel niveau d'intention de vote nous sommes, si on est très loin ou plutôt près du socle des européennes ou du socle de Lionel Jospin aux alentours de 16%, on verra. Le Parti socialiste est une force politique à gauche qui s'est relevé d'échecs électoraux majeurs, et je ne parle même pas de celui de 2002 avec l'élimination du premier tour, mais y compris en 93 avec un score et un nombre d'élus à l'Assemblée nationale vraiment très, très bas. Donc on va voir, le but c'est toujours de remporter cette présidentielle ou derrière les législatives. Et dimanche soir, on sera avec vous dans la soirée électorale de Lyon Capitale. On vous retrouvera, ce sera à suivre sur lyoncapital.fr, et là on saura où vous en êtes finalement. Exactement. Merci beaucoup Jules Joassin d'avoir répondu à notre question et à notre invitation. Bonne journée à tous, au revoir.